ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et à toutes, auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, présentée par Rav Mordechai Chalençon, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Nous avons avec nous ce matin sur Radio Judaïka Bruxelles le Rav Menachem Engelberg, expert en cacheroute et directeur de la formation cacheroute dans la région parisienne. Rav Engelberg, bonjour, comment allez-vous ce matin? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Alors, vous êtes responsable de formation cacheroute. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, la formation cacheroute, c'est une institution qui est là pour former autant les particuliers que les professionnels dans le domaine de la cacheroute. Effectivement, nous avons constaté, ça fait déjà depuis, donc ça remonte à 8 ans, où il y a un manque énorme, que ce soit vis-à-vis des particuliers sur les lois pratiques de la cacheroute, et que ce soit vis-à-vis des professionnels, donc des surveillants rituels, dans la pratique et aussi dans le professionnalisme de la cacheroute. Donc on a monté cette institution qui, donc aujourd'hui, fait des stages de formation. Donc nous avons la semaine prochaine un stage de formation d'une semaine pour former les professionnels qui travailleront dans les hôtels cette année des Pessar et qui seront engagés aussi dans différents restaurants. Et puis aussi, nous faisons des conférences à travers la France sur des thèmes de la cacheroute dans les communautés, pour les particuliers, pour les former. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de la différence qu'il y a entre un aliment dit kasher et un aliment qui est dit autorisé? Alors, un aliment qui est kasher, c'est-à-dire qui est certifié, c'est-à-dire qu'il y a une équipe sous l'autorité d'un rabbinat, alors bien sûr je parle bien d'un rabbinat sérieux, qui va se déplacer dans l'usine, qui va contrôler l'usine, qui va sécuriser, et que cette équipe va surveiller toutes les étapes, depuis le début de la fabrication jusqu'à la mise en papier ou l'envoi, pour être sûr que tout s'est bien passé, s'est déroulé comme dans le respect de la réglementation du kasher. Voilà. D'accord. Et puis après, bien sûr, vous avez différents dans le kasher, comme vous savez, il y a des kashers, il y a différents niveaux, il y a les madrines, il y a les madrines à madrines. Mais donc, quand on a une certification, ça veut dire qu'on est à 100%. On sait que ce qui a été demandé a été respecté, parce qu'on a des gens qui étaient sur place, qui ont tout vérifié. Voilà. Par contre, quand on parle d'un produit certifié, c'est-à-dire que on a envoyé des inspecteurs, le rabbinat qui s'affiche, un produit autorisé. Un produit autorisé, ça veut dire que le rabbinat qui va autoriser ce produit a envoyé des inspecteurs sur place, qui ont vérifié les principes, et les ingrédients et la manière comment l'usine fonctionne, et constate que cette usine n'a pas de problème au niveau de la cacheroute et n'a pas besoin de plus, en tous les cas, et donc autorise ce produit. Maintenant, cette vérification, elle se fait 1 fois ou 2 fois par an. Donc, le problème qui peut se poser à ce moment-là, c'est que si demain l'usine décide de changer de manière de produire ou décide de rajouter un nouvel ingrédient qui n'est pas kasher, là, le rabbinat ne sera pas au courant. Quand il fera son inspection la prochaine fois. Et donc, entre-temps, les gens peuvent manger quelque chose qui n'est pas kasher. Et ça, aujourd'hui, on ne plus rien parce que ceux qui travaillent dans l'usine n'ont pas de compte à nous rendre à ce niveau-là. Nous, on inspecte au début. Le rabbinat, inspecte et puis se base sur une chazaka, ce qu'on appelle une certitude. De manière générale, ils respectent leurs critères, leurs fiches techniques. Et puis, on autorise le produit. Donc, on appelle ça du 90%. Mais c'est pas du 100%. Et quoi, vous avez des exemples où ça peut arriver, où des problèmes sont parvenus? Voilà, par exemple, cette année, le Stop Tout, c'est un bonbon qui était connu, que tout le monde a mangé, et il a été retiré de la liste du Bedin de Paris. Donc retiré, pourquoi? Parce que dans cette usine, le système de fabrication est différent. Alors bien sûr, c'est intéressant de savoir que dans une usine, des fois, vous avez un produit qui est produit avec des ingrédients kasher. Donc vous voyez, les ingrédients sont entièrement kasher, mais pour la cacheroute, ça peut ne être pas kasher. Pourquoi?
Parce que dans cette usine, on fait aussi dans les mêmes circuits des aliments qui ne sont pas cachers, par exemple des aliments à base animale, donc viande non cachère. Donc à ce moment-là, même si le produit qui est fait après est cachère au niveau de ses ingrédients, mais pour nous il n'est pas cachère puisqu'il est fait dans les ustensiles qui ont été imbibés de produits non cachers de la production précédente. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ce bonbon, le Stop Tout, que maintenant l'usine a changé de rajouter des produits ou a changé de fabrication. Et donc, dans cette usine, il y a aussi des produits à base animale. Donc, il a été en tête de la liste. Maintenant, ce problème a été détecté, mais pas sur le champ. Il a été détecté 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Et il fait que l'information, elle s'est répandue à toute la communauté. Ça a pris encore du temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain temps où des gens ils pouvaient manger un Stop-Tout qui n'était pas cachère. Voilà. Et ça s'appelle un produit autorisé. On n'y peut rien. Maintenant, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire nous, on veut des produits certifiés. Maintenant, il est aussi intéressant de savoir qu'un produit autorisé, il peut être autorisé, et puis après, vous avez des produits autorisés, mais qui sont qu'en cas extrême. Par exemple, vous avez des produits, des gâteaux, sont cachers, puisqu'on a les inspecteurs ont vérifié les ingrédients, ils sont entièrement cachers. Ils ont vérifié la production, c'est-à-dire les production, ils étaient aussi cachers. Dans cette usine, on fait que du cachet, on produit que des ingrédients qui sont autorisés par la cache-route, donc tout est OK. C'est des gâteaux, et les gâteaux ont besoin d'une cuisson par un juif. Donc, ces gâteaux ne l'ont pas. Au moment de la production, il n'y a personne. Encore une fois, c'est un produit autorisé. On se base sur une certitude que ça se passe comme prévu sur la fiche technique. Donc, on autorise ce produit en cas extrême. Les gens qui n'ont pas le choix, bien qu'il n'y a pas la production, il n'y a pas la participation d'un juif, parce qu'il y a des autorisations qui disent que quand on n'a pas le choix, ou des gens qui n'ont pas de cachère, qui sont dans des communautés isolées, alors ils peuvent prendre ça, c'est autorisé. Mais c'est pas autorisé normal, c'est autorisé en cas extrême. Même chose, les produits qui sont à base de lait sont autorisés, mais sont autorisés aussi en cas extrême, parce que le lait, normalement, il doit être surveillé. Donc là, il n'est pas surveillé, on l'autorise parce qu'il y a des autorisations, c'est vrai, il y a des décisionnaires qui sont moins stricts, mais même eux, ils certifient en cas extrême. Donc, ce sera un produit autorisé en cas extrême. Mais ça tombe bien que vous nous parlez du lait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que veut dire Chalav Israël et Chalav Akum? Quelle est la différence exacte? La différence entre le Chalav, le lait normal et le lait qui est surveillé par un juif. Oui. Alors, le lait, les sages ont demandé qu'il y ait une surveillance sur le lait. Une surveillance, c'est-à-dire qu'il y a un juif qui soit présent depuis la traite jusqu'à la mise en bouteille. Depuis le moment de la traite, alors, hein? Depuis le moment de la traite jusqu'à la mise en bouteille. Donc, pourquoi? Parce que on a peur que peut-être on va mélanger dans ce lait du lait qui n'est peut-être pas cachère, donc c'est-à-dire du lait qui est peut-être à base d'un animal qui n'est pas cachère. Donc, on impose une surveillance. Maintenant, aujourd'hui, concrètement, on peut avoir des avis qui vont nous dire le lait qui ne s'est pas surveillé, puisque il y a une réglementation aujourd'hui dans le pays, donc on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir un lait surveillé, parce que voilà, c'est réglementé, l'usine n'a pas le droit de changer, n'a pas le droit de faire de mélange, etc. Ça, c'est un avis qui est comme ça, mais c'est vrai que la plupart des avis tranchent qu'il faut du lait surveillé. Parce que ici, l'idée, c'est pas simplement que de peur qu'il y a un mélange, c'est l'idée qu'il y a la présence d'un juif, la sainteté d'un juif qui est présent au moment de la traite. Et puis, le lait est un aliment très important, puisque le lait, c'est la première nourriture d'un enfant. Un enfant est grandi du lait. Donc, ça représente la émouna, la croyance en Dieu. Vis-à-vis de cette croyance de la émouna, on a besoin d'avoir la présence d'un juif qui est sur place et qui donne à travers ce lait, à travers sa présence, une sainteté pour que la neshama, notre âme, puisse se nourrir correctement. Et puis développer, bien sûr, notre croyance et notre foi en Dieu. Donc c'est pour cela que, même aujourd'hui, la plupart des décisionnaires
cachère insiste à ce qu'il y a toujours une présence d'un juif. Maintenant, il faut savoir aussi que, vous l'avez sûrement vu vous-même, qu'il y a des failles, même dans le monde agro-industriel. Il n'y a pas longtemps, on a vu clairement qu'ils ont mélangé donc de la viande qui était à base de cheval. Ils l'ont mis à la place de la viande de bœuf. Donc, on voit réellement qu'il y a des failles. Et donc, pour nous, encore une fois, ça nous donne encore plus la position ça nous renforce cette position d'avoir un surveillant au moment de la traite. Maintenant, après, il faut savoir que dans cette surveillance, il y a différentes catégories de surveillance. Il y a différents niveaux. Il y a ce qu'on peut appeler une surveillance de temps en temps, c'est-à-dire qu'il y a un surveillant qui est là au début de la traite, puis après il part, il revient de temps en temps, il n'est pas depuis le début. Il y en a qui vont tolérer la surveillance par caméra. On met une caméra et puis on voit et la traite, et puis après, dès que la traite est terminée, le surveillant vient, il scelle, il part, il suit le camion jusqu'à l'usine de la laiterie. Et puis après, vous avez ceux qui vont vous dire non, il faut être du début jusqu'à la fin de la traite sans interruption. C'est ce qu'on appelle les madrines. Après, il est aussi important de savoir que quand on fait donc du lait Chalav Israël, et le lait il va être bien sûr pasteurisé, il va falloir cachériser aussi toute la machine qui pasteurise le lait. Ça prend aussi beaucoup de temps. Et ça, c'est des efforts pour les patrons pour les non-juifs d'accepter cette procédure de cachérisation. Donc ils demandent un petit peu plus, financièrement, un dédommagement financier. Et puis après aussi, il faut savoir que dans le cachère, on prend du lait simplement, uniquement des bêtes qui sont en bonne santé. Si une bête elle est en mauvaise santé, elle a une maladie, le surlait, il n'est pas autorisé. Donc, il va falloir aussi que les surveillants, ils surveillent, ils inspectent avec les vétérinaires les bêtes. Ils font attention à tout ça, mais c'est pas évident si c'est fait par caméra. Ils inspectent avec les vétérinaires les bêtes, qui soient bien en bonne santé. C'est seulement de ces bêtes-là que le lait sera mis en prix pour la certification cachère. Donc, vous voyez qu'il y a un tas de surveillance, il faut surveiller, il faut cachériser, il faut inspecter, etc. Et puis bon, le lait qui n'est pas chameau, on peut dire qu'il est autorisé en cas extrême, quand il n'y a pas le choix, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans les endroits où il y a du lait qui est chameau, de dire on prend du lait qui n'est pas chameau parce qu'il est moins cher. Et non, il y a une grande différence entre les deux. Et d'autant plus qu'il y a des gens qui n'ont jamais voulu prendre du lait qui n'est pas chameau, parce que le lait, ça touche la croyance. C'est un aliment très important pour le neshama, pour l'âme d'un juif, puisque chaque juif, on a une âme, et cette âme, elle va se développer grâce à ce lait, et donc ça touche la foi et la croyance d'un juif. Et il y a eu différentes histoires qui ont montré que par du lait qui n'était pas chameau, les gens ont un petit peu tourné la confiance et la croyance en Dieu. C'est affaibli. Donc on fait très attention à ça. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces explications sur l'aliment autorisé et avec une hashgacha. Et nous nous retrouvons juste après la pause musicale.
revoilà après la pause musicale avec le Rav Engelberg où nous venons de discuter de l'aliment autorisé et de l'aliment avec certificat. Parlons, si vous le voulez bien, d'une question assez importante. Quelles sont les vérifications à faire sur un produit, par exemple, dans les conserves? Dans le thon, par exemple, c'est un poisson, donc quel est le problème d'un thon en boîte? Alors, le thon en conserve. Il y a des différences, voilà. Vous avez différentes sortes de thon. Vous avez le thon, par exemple. D'abord, un thon, c'est un poisson. Donc un poisson, pour qu'il soit caché, il faut qu'il ait des écailles et des nageoires. Bon, aujourd'hui, on vérifie sur tous les écailles parce que c'est pas possible. Un poisson qui a des écailles, il a systématiquement des nageoires. Donc, on vérifie les écailles. Si on n'a pas vérifié les écailles du poisson, on les a pas vues, le poisson n'est pas cachère, même si on nous dit c'est ce poisson, on nous donne, on sait que c'est un poisson cachère, le nom du poisson, on dit c'est un nom d'un poisson cachère. Non, il faut voir les écailles. Le seul poisson, excusez-moi, qu'on peut autoriser sans voir les écailles, c'est le saumon parce qu'il n'a pas aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un poisson qui ressemblerait au saumon et qui n'est pas cachère. Et tous les autres poissons, ils ont des ressemblances dans des poissons qui ne sont pas cachères. Donc, il faut absolument vérifier les écailles. C'est-à-dire que arriver dans une poissonnerie et acheter simplement sans voir les écailles un poisson, c'est interdit sauf le saumon. Voilà. Même par exemple, acheter des filets de poisson, il faut qu'il y ait la peau avec et qu'on puisse voir les écailles. Sans lequel on ne peut pas, anarchiquement, en tous les cas, à ma connaissance, autoriser ce poisson-là cachère, puisque c'est qui dit qu'il n'a pas été, c'est pas un autre morceau dans les poissons. Ouais. C'est donc une interdiction de la Torah et on ne peut pas se permettre. Maintenant, donc, revenons au thon. Le thon, donc, à partir de là, si on veut faire une production de thon cachère, on a besoin de plusieurs choses. Donc, on va y aller depuis le début. Donc, les thons, il faut savoir qu'ils sont pêchés en pleine mer. Et puis, il y a deux manières comment on va les pêcher. La première manière, on les pêche avec des grands filets, et puis on les met dans le bateau. Dans le bateau, il y a des grandes cuves où ils seront là-bas conservés pendant une semaine, le temps que le bateau il fait son tournée dans la mer. Et donc là, on pêche un tas de poissons. Alors, bien sûr, en général, c'est des thons, mais il peut arriver que des fois, ce soit avec des thons, des poissons qui ne sont pas cachères, qui sont amassés aussi. Et donc, ils sont dans cette cuve, et bien sûr, on met de l'eau salée, c'est tout pour que les poissons, bien sûr, macèrent et ne pourrissent pas. Et là, pour nous, il y a déjà un vrai problème au niveau de la cacheroute, c'est peut-être que les poissons vont macérer, les poissons cachères, avec des poissons qui ne sont pas cachères. Et la macération est considérée comme une cuisson. C'est-à-dire que les poissons cachères ont été cuits avec des poissons qui ne sont pas cachères. Premier problème qui peut se poser. Deuxième problème qui peut se poser, c'est aussi si les poissons, même cachères, les thons cachères, ont avalé, avant de pêcher, des poissons. Et lorsqu'ils ont avalé ces poissons, ils étaient encore entiers, ils n'ont pas eu le temps de les digérer, donc le poisson est entier dans la bouche du poisson. On a même des images, des documents dessus. Et puis, donc, il reste, ce poisson qui n'est pas cachère, donc il reste dans le poisson cachère pendant une semaine, macéré. Donc là, c'est le même problème. Un poisson macéré, cachère dans un poisson cachère, c'est comme une cuisson. Donc, il est considéré comme si tu avais cuit dans le poisson cachère. Donc, à partir de là, on peut trouver des autorisations anarchiques puisque on peut dire que c'est pas fréquent, on peut dire qu'il y a une quantité énorme, même s'il y en a un ou deux, mais vis-à-vis de la quantité, c'est complètement annulé. Et puis il y a d'autres qui vont des certifications qui s'appellent certifications les madrines, qui font le maximum pour la cacheroute, qui vont dire nous on va imposer on va chercher un bateau qui a un autre système, qui n'a pas le système de conserver ces poissons dans l'eau pendant une semaine dans le bateau. Dans le salé, seulement un poisson qui fait des allers-retours tous les jours régulièrement. Donc il pêche et puis il amène à l'usine les poissons le soir. Comme ça, ils n'ont pas eu le temps de macérer pendant 24 heures. Et puis ils sont tout de suite vidés, nettoyés et donc frais. Et là, il n'y a pas ce problème. Voilà, ou d'autres solutions, mais qui imposent bien sûr donc des difficultés, des efforts aussi financiers, des efforts de main-d'œuvre, etc. Et puis, après, à l'usine même, à l'arrivée, il y aura des surveillants qui vont bien sûr vérifier que, je vais pas revérifier, excusez-moi, mais vérifier que les poissons qui sont là, ils ont tous ces écailles. Donc, les palettes, ils arrivent, et puis ils vérifient un ou deux, ils vérifient quelques poissons, ils ne peuvent pas vérifier, ça va très très vite, mais ils vérifient
quelques poissons, et puis après ils regardent que tous les poissons qui suivent, qui ressemblent, ils sont identiques aux poissons qu'ils ont vérifiés. Et donc ça aussi, ça prend du temps. Normalement, on est sûr, puisqu'on a vérifié, que ces poissons ont bien des écailles. C'est pas des poissons qui peut-être qui ressemblent à des thons, hein, qui sont pas cachères et qui sont pas qui seront problématiques. Et puis, par la suite, il va falloir aussi, avant le départ de la fabrication, cachériser l'usine, puisque l'usine avant a servi à d'autres choses qu'on n'était pas, dont l'équipe sur laquelle n'était pas présent. Donc, il faut cachériser l'usine. Ça demande aussi un tas de travail et du temps, etc. Et après, donc, on lance la fabrication. Et là, il va falloir aussi que les surveillants actuels vont animer les feux. Animer, et pour certains, pas seulement animer, mais mettre les poissons pour faire le bichou de Beth Yosef, donc c'est un degré élevé dans la cuisson, par un juif selon l'avis du Beth Yosef, qui est surtout pour qui est le décisionnaire du Ritz Farad, que les poissons sont cuits par un juif, mais pas simplement le feu animé, mais que c'est le juif qui met les poissons dans l'eau chaude. Donc ça prend encore de la main d'œuvre, et ça prend aussi du temps. Et puis les surveillants rituels, ils vont rester là-bas jusqu'à la fin de la fabrication, mise en conserve, avec la certification pour être sûr que c'est bien ces poissons qu'ils ont vérifiés, qu'ils ont contrôlés, et qui sont maintenant dans ces boîtes de conserve fermées et scellées, et puis ils partent après pour différents pays dans le monde entier. Ça fait beaucoup de travail tout ça. Hein, voilà, c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est des certifications qui sont sérieuses, qui font un travail. Bon, alors voilà, vous avez les deux gars là qui vont pas faire le travail depuis le début. On va dire que dans les bateaux, il n'y a pas besoin de surveiller parce qu'on peut s'appuyer sur l'autorisation à la RIC. Là, qui vont dire non, il faut même depuis le bateau, il faut que le système doit être parfait pour la cache-route. Il y en a qui vont être encore plus sévères. Et puis après, vous avez d'autres surveillances, comme celle du OU, qui va dire, nous, on passe une fois dans l'usine, une fois, on voit que cette usine, elle prend uniquement des poissons de cette race qui est cachère, et puis donc, on autorise le thon, il certifie le thon OU cachère, bien que ce thon n'aurait pas été vérifié, des poissons n'auraient pas été vérifiés écaille par écaille, enfin, poisson par poisson pour voir s'ils ont des écailles, bien qu'il n'y aura pas eu de cuisson par un juif, et que l'usine ne soit pas cachérisée. Tout ça, il s'appuie sur des autorisations en cas extrême dans la LARA. Je peux dire, c'est vraiment des autorisations sur autorisation, sur indulgence, etc. ouais. Donc voilà, c'est complètement une autre gamme au niveau de la cache-route. Très bien. Je voulais vous remercier déjà pour toutes ces informations. Je crois que vous avez un site internet qui explique un peu tout ça. Pouvez nous le dire à l'attention des auditeurs? Alors, vous avez sur le site code de la cache-route.com, hein, c'est comme le code de la route, mais là, c'est code de la cache-route, et donc c'est le même système. Là-bas, vous avez des formations à distance, déjà, donc une partie à distance, comme le même système, code de la route, c'est des cours en vidéo, puis après, ou des documents à lire, et puis après, vous avez des questions pour s'auto-évaluer sur ces cours-là. Et c'est pour ça qu'on appelle le code de la cache-route, puis ça reprend exactement le même style que les codes de la route. Et puis donc, vous avez des formations pour les professionnels comme pour les particuliers. Chacun peut choisir son programme de formation. Et après, vous avez là-bas on a une liste identifier un produit. Rubrique identifier un produit, c'est vous pouvez identifier les produits cachers. Par exemple, c'est une catégorie légumes surgelés. Vous avez la liste des légumes surgelés qui sort. Mais là, très simple avec le nom des magasins où ils se trouvent en vente, le nom du produit, si c'est cachère en cas extrême, si c'est cachère sous condition, parce que des fois, il y a des produits qui sont cachères, mais il faut faire respecter des conditions, des têtes d'emballage, etc. Et puis, vous avez la photo de chaque produit et une fiche technique de la cache-route sur chaque produit pour qualifier s'il est autorisé ou autorisé en cas extrême ou autorisé sous condition ou non cachère ou des fois non autorisé, c'est-à-dire qu'un produit qu'on n'a pas une certitude de ce qui se passe dans l'usine, on ne peut pas dire qu'il n'est pas cachère puisqu'on n'a pas de certitude. Mais on ne peut pas dire aussi qu'il est cachère parce qu'on n'a aussi pas de certitude qu'il est cachère. Donc, on appelle ça non autorisé.
Et puis après, vous avez la base de newsletter pour faire la newsletter pour recevoir chaque semaine la lettre des consommateurs. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'alerte pour recevoir des alertes. Voilà, quand il y a des produits qui sont autorisés à la consommation ou des fois des produits qui sont interdits à la consommation. Dernièrement, il y a le Coca-Cola Life qui vient de sortir. Donc on a fait toute une enquête avec les différents rabbinim pour voir s'il était cachère ou pas cachère. Et puis la conclusion, c'est qu'il est cachère puisque tous ces ingrédients ont été confirmés par Coca-Cola qui sont à base de végétal. Voilà, donc après voilà, c'est une confirmation de Coca-Cola par écrit. C'est un produit autorisé. Après, on ne peut pas dire que c'est un produit certifié parce qu'on n'est pas à l'usine et voilà, qui nous dit que demain ils changent. S'ils changent, ils peuvent changer leurs ingrédients. Bien sûr qu'on va dire que Coca-Cola va pas changer ses ingrédients du jour au lendemain, c'est une marque, mais rien nous garantit à 100%. On peut pas, voilà, on peut pas le savoir. C'est un produit autorisé. C'est produit autorisé. Très bien. Je crois que vous avez avec vous un expert dans tous les codes. Ah oui, donc c'est Monsieur Menachem Weinstein qui travaille avec moi et qui est sur les produits, sur les différentes listes, expert dans les différentes listes des produits autorisés, puis régulièrement sur les différents additifs, colorants, conservateurs, etc. Donc, je vous le passe immédiatement pour que vous puissiez l'interroger. Merci beaucoup Rav Engelberg pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation, un bon Shabbat avec la santé pour toute la famille. Et à bientôt Bezrat Hashem, mais restez avec nous puisque nous allons avoir la chance de parler avec le Rav Menachem Ronstein qui nous parlera en tant qu'expert de tous ces codes colorants et additifs. Merci et à tout de suite. לכל זמן ועת, לכל זמן ועת, את לאהוב, את לשנוא, את מלחמה, ויהת שלום. לכל זמן ועת, לכל זמן ועת, את לאהוב, את לשנוא, את מלחמה, ויהת שלום. אבל הלילה הזה, כולנו בשמחה, לנו הלילה, את ריקוד, כולנו בשמחה, לנו הלילה, את
Nous revoici après la pause musicale et nous avons avec nous un des experts qui travaille avec le Rav Engelberg, le Rav Menachem Ronstein, et qui travaille avec lui dans tout ce qui est additif, dans tout ce qui est code E400, etc. Donc bonjour Rav Menachem Ronstein, comment allez-vous? Bien, grâce à vous. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, que pouvez-vous nous dire sur tous ces codes qu'on comprend pas du tout quand on prend les ingrédients? Est-ce qu'il y en a des cachers, des non cachers, et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, donc, lorsque vous achetez un produit dans le commerce, vous avez donc le produit, l'appellation du produit. Je vais prendre un exemple. Vous avez un jus d'orange d'une certaine marque, et donc ils vont marquer, le producteur est obligé de marquer la composition exacte du produit. Donc vous avez certains jus où c'est 100% du fruit qui est marqué, sans ajout de sucre, etc. Puis après vous avez des sodas, vous avez d'autres produits auxquels on rajoute des colorants, on peut ajouter des acidifiants pour acidifier un petit peu la boisson, on peut ajouter des conservateurs. Il y a plusieurs choses qu'on peut rentrer, donc ce qu'on appelle des additifs alimentaires. Et là, effectivement, il peut y avoir certains colorants qui sont interdits, certains permis, et pareil pour les conservateurs. Donc, en réalité, tous les additifs qui sont ajoutés au produit sont inscrits dans la composition, que ce soit par leur nom ou que ce soit par un code. Les codes, effectivement, qui commencent par la lettre E, et après, ça dépend des catégories. Donc, la partie à l'essence, c'est les colorants, les 200 et 300, c'est les... Donc, les usines sont quand même obligées de tout marquer. Alors, ils sont obligés de tout marquer du moment où ça dépasse une certaine quantité. Effectivement, il y a une loi européenne qui c'est justement un échappatoire qui laisse le producteur ne pas afficher ou afficher indirectement certaines substances qu'il y a dans les produits qui sont d'une quantité minime, ce qui fait que des fois, il y a certains produits sur lesquels on n'aura pas dans la composition telle ou telle chose, mais effectivement, des experts qui sont sur place, des rabbinines qui font le tour dans les usines, peuvent nous dire clairement qu'on rentre quelque chose à l'intérieur, et du fait que ce soit vraiment d'une quantité infime, c'est pas inscrit dans la composition, mais ça pose un problème à l'Afrique. Donc c'est pourquoi, même si des fois la composition a l'air correcte, il faut quand même faire attention sur référer aux listes des rabbinines qui ont vu de leurs propres yeux la fabrication de ces produits, et qui des fois, il y a une communication qui est ajoutée. Mais en général, le but de connaître plus ou moins les additifs généralement problématiques, c'est de pouvoir repérer un produit rapidement. Là, c'est pas la peine, il faut reposer, d'avoir les grandes limites, si je peux dire. D'accord. Donc, alors, quels sont ces codes vraiment, on va dire, les plus importants qu'il faut toujours alors, on va faire ça par catégorie. Pour la première catégorie, c'est les colorants. Il y a essentiellement dans les produits, que ce soit des boissons, que ce soit des gâteaux, enfin des bonbons surtout, qui est coloré essentiellement. Il y a deux additifs qui sont interdits, c'est le code donc E120, qui est donc colorant rouge, qui est fait à base donc on appelle le E120 cochiline, c'est un rouge carmin, qui est fait à base d'insectes, tout simplement, des insectes broyés, qui donnent cette couleur rouge vif et qui est utilisé, en l'occurrence, dans la fabrication de bonbons, beaucoup de bonbons rouges de certaines marques, qui peut être utilisé aussi dans des boissons pour donner un colorant, comme vous avez par exemple des jus d'orange, on vous dit orange sardine, alors on fait un produit rouge, mais il y a du colorant, et des fois ça peut être 120. Et ça, c'est un produit qui est interdit, donc qui sont cachers, qui peut être en aucun cas utilisé. Ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a aussi un colorant rouge qui est de cette même famille, donc qui est appelé cochiline, mais par contre, le code est E124, et là, il est synthétique, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas à base d'insectes, il a été fabriqué chimiquement, et ça, on le retrouve essentiellement dans les médicaments. Vous avez des médicaments ou des sirops avec beaucoup de rouge, et là, c'est E124, et là, il n'y a pas de problème. Ah oui, donc d'un numéro à un autre, ça peut être exactement la même chose. Parce que un autre, ça peut être de la même famille, mais ça peut changer. Donc c'est pourquoi c'est bien de savoir le code, c'est une chose, d'avoir le nom, c'est une chose, mais de savoir faire le lien entre les deux, parce que des fois, il faut savoir qu'il n'y a pas tout le temps marqué le code, des fois, la composition est tout simplement avec le nom, des fois, il n'y a pas le nom, mais il y a le code. Donc, il faut savoir
qu'est-ce qui va avec quoi. Donc ça, c'est pour le premier. Et le deuxième, c'est le code E163. C'est les anthocyanes, c'est le nom. Et donc là, c'est problématique, c'est pas interdit, mais c'est problématique parce que ça peut être fait à base de deux choses. Ça peut être fait à base ou de cassis ou de raisin. Là, on parle d'un colorant qui est plus foncé, plus violet, faut dire. Et ça peut être fait à base de pellicules, donc qui viennent de raisin, ou bien de cassis. Donc si c'est du cassis, il n'y a pas de problème. Si c'est du raisin, du fait que les pellicules sont récupérées après, que les raisins ont été déjà écrasés, donc il y a un problème de yaïne qui vient du vin, Ouais. donc il y a un problème de yaïne moteur, lames, etc. Donc, en général, il vaut mieux éviter des produits qui contiennent le 163 parce que ça, ils sont pas obligés de le marquer. On sait ce que c'est, on sait que c'est anthocyanes, mais on ne sait pas d'où ça provient. On ne sait pas savoir si c'est du cassis ou du raisin, donc on évite voilà, complètement. c'est rare. En général, c'est pas marqué dans la composition. Ouais. Ça, il faudrait demander donc aux producteurs ou à les rabbins qui connaissent le produit. Ça, c'est pour les colorants. Il n'y a pas d'autres colorants interdits. Honnêtement, après tout le reste des colorants sont autorisés. En général, les colorants qu'on retrouve, c'est le 150, c'est le caramel, etc. Donc c'est le couleur beige et ainsi de suite. Ensuite, vous avez la catégorie, si on peut dire, de tout ce qui est conservateur. Alors la catégorie conservateur s'utilise, que ce soit des boissons, que ce soit des gâteaux, que ce soit des yaourts, dans tout produit commercialisé où on trouverait des conservateurs. Parce que c'est des produits qui vont rester longtemps sur les étalages, qui vont rester en grande surface, donc il faut absolument pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Donc vous avez plusieurs sortes de conservateurs. Vous avez pour les yaourts, vous avez des épaississants qui vont rendre le produit beaucoup plus épais, beaucoup plus solide. Vous avez des émulsifiants, vous avez des conservateurs qui sont aussi des acidifiants, qui vont en quelque sorte qui vont acidifier le produit pour qu'il ait justement cette capacité de rester plus longtemps. Et donc il y a des produits, il y a des additifs qui sont autorisés, et il y en a plusieurs qui sont problématiques. Je vais prendre un exemple, puisqu'on est dans les boissons. Vous avez un produit qui est un conservateur et qui en même temps sert à, on peut dire, dispatcher le colorant et le produit dans toute la bouteille. Je vous donne un exemple. Si vous prenez de l'arôme, par exemple, ajouté dans un soda à l'orange, vous allez mettre de la couleur, vous allez mettre un petit peu d'arôme. Il y a une grande chance. L'arôme, c'est qu'il tombe au fond de la bouteille, et quand vous allez acheter la bouteille, vous allez avoir une couleur bien orange en bas, et puis tout le reste, ce sera de l'eau avec du gaz. Donc, ce qu'ils font, ce qui se fait souvent partout, c'est qu'on mélange donc des conservateurs qui font que cette couleur ou que ce goût puisse rester de façon homogène dans toute la bouteille. Donc là, on peut utiliser des choses permises, on peut utiliser des choses interdites. Là, je vais par exemple vous donner donc quelques émulsifiants qui sont interdits, des acidulants. Par exemple, les acidulants, vous avez le E334, 335, 336, 337. C'est la même catégorie, c'est l'acide tartrique, ou tartrate, c'est appelé différemment. C'est des acidulants qui sont extraits, donc qui sont fabriqués à base ou de graisse animale, ou qui peuvent être mélangés durant le traitement. On peut subir qui ont été mélangés avec avec de l'alcool, c'est pas de problème. Donc c'est l'acide tartrique, en général c'est écrit comme ça, ou des fois c'est tartrate 2, tartrate de sodium, tartrate de magnésium, etc. Un autre qui est aussi un émulsifiant qui est tout le temps interdit. Donc dans les numéros, ça va être depuis, c'est depuis le E470 jusqu'au E477. E470, 471, 12, et après vous avez même des lettres, des fois vous avez 472A, B, C, D, etc. Tout cela font partie de la famille qu'on appelle en général donc la glycérine. Et après, ça peut être appelé différemment, glycérine, glycérol, monodéglycéride d'acide gras. Vous verrez ça dans pratiquement tous les produits comme les fromages, comme les yaourts, malgré qu'il y ait le problème de halav nofrim, mais c'est quand même pour les personnes qui le prennent, vous avez beaucoup de yaourts où il y a ça. Et donc ça, c'est tout simplement le risque, c'est que cette glycérine soit faite à base de graisse animale.
Alors effectivement, il y a des glycérines cachères, il y a des glycérines à base végétale, mais ça, c'est pas marqué encore une fois dans la composition, donc un consommateur ne veut pas le savoir en achetant. C'est pas évident. Tous ces produits sont interdits. C'est un réel problème de graisse animale, c'est comme je dirais la gélatine, c'est plus ou moins la même chose. Et ça concerne énormément de produits. Vous pouvez retrouver ça également, par exemple, dans les dentifrices. Vous avez certains dentifrices qui sont interdits du fait que, en général, c'est les dentifrices sous forme de gel qui ont de la glycérine ou de la glycérol pour justement rendre donner cet aspect épais un peu plus gel. Et donc là, ça pose un problème. D'après certains, effectivement, on peut dire que c'est quelque chose qu'on n'avale pas pour le dentifrice, mais pour tout ce qui est comestible, ça c'est un problème. Et ensuite, vous avez donc la gélatine, bien évidemment. La gélatine, le numéro de la gélatine, en général, c'est le E441. Donc là, c'est la gélatine. Et là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est d'après la majorité des rabbins, c'est interdit. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des additifs divers. Alors après, c'est des choses qu'on retrouve rarement dans les numéros, par exemple le E915, le 915. Ça, c'est des additifs qui sont pas dans tous les produits, qui sont ajoutés rarement. Donc là, effectivement, si vous les voyez, il faut faire attention. Mais pour terminer avec ça, la majorité des additifs sont autorisés. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 sortes d'additifs différents. Et qu'on peut retrouver sur le site que le Rav Engelberg a dit, donc le code de la cache-route. Alors là, on n'a pas la liste des additifs détaillée, mais on a oui, vous pouvez télécharger un PDF avec la liste de tous les additifs qui existent. Alors à savoir que les listes d'additifs peuvent changer en fonction aussi de la réglementation. C'est-à-dire que nous, en France, certains additifs sont autorisés. Je parle par la loi, par les législations. Je ne sais pas ce qu'il y en a en Belgique, mais il y a certains additifs qui sont interdits tout simplement aux producteurs. Ils ne peuvent pas rentrer tous les additifs. Il y en a qui sont considérés comme dangereux, il y en a qui sont considérés comme des allergènes. Donc, ça peut varier. Mais donc, la majorité des additifs sont en général cachers, sauf quelques-uns. Mais donc, c'est quand même bien de savoir, de pouvoir les repérer, je dirais, de la première vue, pour déjà éliminer les produits qui seraient problématiques. Et juste pour information, ces codes, c'est les mêmes dans toute l'Europe, où il y a des changements entre la France et la Belgique? Les codes, non. Alors, en Europe, c'est la même chose. Aux États-Unis, ils les appellent différemment. C'est-à-dire, l'appellation est la même, mais le code n'est pas le système de 100 à 900 par 2000, c'est européen. Aux États-Unis, ils n'ont pas la même appellation. Maintenant, quand vous avez des produits, effectivement, en France, vous pouvez retirer des produits qui viennent des États-Unis. Il n'y aura pas ce ne sera pas le même code. Ouais. Voilà, ce ne sera pas le même code, mais il y aura l'appellation. Et puis après, effectivement, l'appellation est pratiquement la même. Ça change dans l'ordre des mots des fois, parce que c'est en anglais. Mais on peut le reconnaître. D'accord. Donc, en tout cas, entre la France et la Belgique, pas de différence? Non, il n'y a pas de différence. Non. Eh ben, c'est vraiment gentil à vous de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous expliquer tout ça. Nous vous remercions énormément et nous vous souhaitons un bon Shabbat. Et merci encore pour toutes ces explications, à vous et à Rav Engelberg, et bonne continuité pour tout ce que vous entreprenez, pour la formation cache-route et pour tout ce que vous faites en règle générale dans le kasher, dans la région parisienne. Merci à vous. Merci beaucoup, je vous souhaite encore un bon Shabbat et Be'atzlacha, à bientôt Be'ezrat Hashem. Kol Tov. הרבה חושך מעט אויר מעט אויר דויכה הרבה חושך מעט אויר מעט אויר דויכה הרבה חושך מעט אויר מעט אויר דויכה הרבה חושך A little bit of light, just a little bit of light. Doiche, harbe choshech. A little bit of light,
just a little bit of light. Doiche, doiche, arbe, choishe. A little bit of light, just a little bit of light. Doiche, doiche, arbe, choishe. A little bit of light, just a little bit of light. Doiche, doiche, arbe, choishe. Voilà que cette émission pour aujourd'hui touche à sa fin. Je voulais remercier encore nos deux experts en cache-route de ce matin qui ont été d'un grand éclaircissement. Merci à vous d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu participer à cette émission. Voilà donc, alors vous imaginez bien la raison pour laquelle nous avons parlé de la cache-route ce matin. Nous sommes aujourd'hui la parashat Shemini au 8e jour, donc le suivant les 7 jours d'inauguration. Aaron ainsi que ses enfants commencent les offices de Kohanim, de prêtres dans le sanctuaire. C'est ainsi qu'après les différentes offrandes qui ont été présentées, un feu sort de devant l'Éternel et les consume sur l'autel. C'est alors que donc la présence divine réside dans le sanctuaire, dans le Mishkan, qui est donc le petit Beth Amikdash. Les deux premiers fils d'Aaron, Nadav et Avihu, offrent un feu étranger que Dieu ne leur avait pas commandé. C'est ainsi qu'ils meurent devant Dieu, et Aaron, leur père, demeure silencieux devant ce drame, en comprenant la raison pour laquelle Dieu a repris leur âme. Suite à cela, Moshe et Aaron sont en désaccord sur un détail de la loi concernant les sacrifices, et Moshe reconnaît que Aaron a raison. Comme vous le savez, quelqu'un d'extraordinaire, d'humble, c'est celui qui sait reconnaître aussi ses erreurs. Dieu ordonne alors les lois de la cache-route, désignant les espèces permises à la consommation et celles qui sont interdites. Les animaux terrestres ne sont autorisés que s'ils sont à la fois ruminants et le sabot fendu. Les poissons doivent alors avoir des écailles et des nageoires. Et pour les oiseaux, une liste d'oiseaux non cachers est donnée, ainsi qu'une liste d'insectes cachers, qui sont les 4 espèces de sauterelles. La paracha Shemini contient également certaines lois relatives à la pureté rituelle, qui incluent le pouvoir purifiant du mikvé. Donc c'est un bassin qui répond à des critères spécifiques dont on discutera dans un autre moment. Et le peuple juif est enjoint de distinguer entre le pur et l'impur. Alors par rapport à cela, vous le savez, si déjà nous avons donné la raison entre l'animal kasher et pas kasher, pourquoi doit-on faire la différence entre l'animal pur et impur ? Parce que comme vous l'avez entendu ce matin, des fois il peut y avoir un animal kasher comme une vache, un taureau, un mouton ou même un poisson. Mais après, il faut vérifier que l'animal est en bonne santé, lui enlever le sang, etc. Donc entre pur et l'impur, c'est pas seulement entre le kasher et le pas kasher, mais même si on va dans un resto qui est simple, on va dire qui n'est pas kasher, et penser que prendre d'un animal kasher, ça veut dire de prendre un steak de vache ou de mouton, etc., ce serait kasher, non pas du tout. Il faut bien sûr faire attention à tous les détails de la cache-route. Voilà pour ce matin. Je vais maintenant vous donner les horaires de l'allumage des bougies de Shabbat. Donc je vous rappelle que nous sommes la parashat Shemini. L'allumage des bougies sera ce soir à 19h57. Attention, nous avons changé l'heure samedi dernier. Ce qu'il faut donc faire attention pour l'allumage des bougies, c'est à 19h57. Pour la fin de Shabbat, ce sera donc à 21h05. Attention, ce Shabbat, c'est pas seulement la parashat Shemini, c'est aussi la parashat Para. Parashat Para, très rapidement, c'est la vache rousse, donc cette vache rousse que nous prenons en dehors de Jérusalem, que nous allons enlever la vie, puis brûler, prendre la cendre pour enlever l'impureté qu'il peut y avoir sur une personne. Comme vous le savez, quand la 10e vache rousse réapparaîtra, depuis le début de l'humanité, à ce moment-là, c'est un signe que Mashiach ne va pas tarder, et je vous rappelle qu'elle a déjà apparu à Los Angeles. Donc je vous souhaite déjà à toutes et à tous de passer un très très bon Shabbat, de venir écouter la parashat Shemini et parashat Para qui est très importante à écouter avant bien sûr la fête de Pessah qui s'approche très très rapidement, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la parashat Tazria. Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך
עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם